Et si la justice d'un petit pays africain faisait vaciller les certitudes de l'Occident? Imaginez, sous la moiteur écrasante d'une nuit à Ouagadougou, un avion atterrit. À son bord, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président du Burkina Faso, menotté, escorté, prisonnier. Aucun honneur, aucun salut, seulement le grincement brutal d'une porte de prison qui se referme sur un passé d'impunité. Ce moment, d'une intensité rare, marque un tournant. Dans l'histoire contemporaine de l'Afrique de l'Ouest, rares sont les instants aussi chargés de symboles. Des décennies durant, les chefs d'État africains déchus profitaient d'exils dorés, protégés par la solidarité opaque des élites. Villas luxueuses, silence complice, immunité quasi totale. C'était la règle, le parachute doré offert à ceux qui perdèrent le pouvoir. Cette époque s'effondre en une nuit. L'extradition de Damiba par le Togo n'est pas un simple transfert. C'est un séisme qui fait trembler Ouagadougou, Paris et au-delà. Pour la première fois, un ancien président africain est livré à la justice de son continent. Les tabous du pacte post-colonial volent en éclats. Damiba, jugé pour trahison sur le sol même du Burkina, devient le symbole de la chute de l'impunité. L'image d'un chef d'État derrière les barreaux marque la fin d'une ère de deals secrets et d'inviolabilité des puissants. Ce renversement de paradigme rappelle, dans un autre contexte, le procès de Slobodan Milošević, ancien président serbe, livré à la justice internationale. Mais ici, c'est la justice africaine qui prend l'initiative, et c'est toute la différence. Dans les chancelleries occidentales, la stupeur s'installe. Paris n'aurait jamais imaginé voir un de ses alliés, formé et accompagné, livré à une justice africaine autrefois considérée comme malléable. Si Damiba tombe, qui sera le prochain? L'Occident perd son monopole du pardon, du contrôle, de la légitimité. Pour la première fois, l'Afrique pose ses propres règles, au risque d'un divorce brutal avec ses anciens maîtres et d'un isolement économique lourd de menaces. Mais le pari est dangereux. Si le procès sombre dans la vengeance ou l'arbitraire, la révolution s'arrêtera. Le spectre du chaos, du retour des violences et de l'ingérence étrangère ressurgira. L'Afrique entière retient son souffle. Est-ce l'aube d'une souveraineté retrouvée ou le début d'une précarité plus grande? Pour saisir ce bouleversement, il faut remonter à la source. Qui a osé rompre le pacte du silence? Et dans quel but? Ce n'est pas un hasard si le pacte a cédé précisément maintenant. Pour comprendre, il faut explorer les jeux de pouvoir cachés derrière cette décision historique. Comment a-t-on pu atteindre un tel point de rupture? Pour saisir l'onde de choc de l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, il faut replonger dans le passé tourmenté du Burkina Faso, jalonné de coups d'État et d'espoirs vite brisés. En janvier 2022, Damiba s'empare du pouvoir à Ouagadougou. Il apparaît devant la nation en uniforme, le visage fermé, et promet la sécurité, l'ordre, la fin du chaos. Le peuple, épuisé par des années de violences djihadistes et de promesses trahies, veut croire à ce soldat présenté en sauveur. Mais la réalité ne tarde pas à s'imposer. Les attaques s'aggravent, l'armée recule, des villages entiers tombent aux mains de groupes armés. L'espoir se transforme en colère. Damiba échoue à tenir ses promesses. On l'accuse de répéter les erreurs du passé, d'être trop proche de l'ancien système, de se soumettre à l'influence étrangère. Par exemple, lors de l'attaque de Seitenga, plus de 80 personnes ont perdu la vie, révélant l'incapacité de l'État à protéger ses citoyens. Des familles entières ont fui, abandonnant leurs terres pour se réfugier dans des camps improvisés. Cette scène, qui s'est répétée dans plusieurs localités, a ancré dans les esprits la sensation d'un abandon total. Au Burkina Faso, l'échec d'un chef n'est presque jamais sanctionné. Depuis l'indépendance, les dirigeants déchus trouvent asile à l'étranger, protégés et choyés par leurs pairs. L'exil doré devient la norme, confort, réseau, impunité. Damiba ne fait pas exception. Après son renversement, il trouve refuge à Lomé, au Togo, accueilli par un autre président. Cette tradition rappelle celle observée ailleurs sur le continent, comme avec Mobutu Sese Seko,
qui après sa chute trouva l'asile au Maroc, ou encore Hissène Habré, ancien président tchadien, longtemps protégé au Sénégal, avant d'être finalement jugé. Mais cette fois, la rue s'impatiente. La jeunesse burkinabé, sacrifiée depuis trop longtemps, refuse le scénario habituel. Elle exige un vrai changement, une rupture avec l'impunité. Dans cette atmosphère électrique surgit Ibrahim Traoré, jeune capitaine inconnu du grand public, porté par la colère populaire et le rejet de l'ingérence étrangère. Il incarne la promesse d'une souveraineté retrouvée. L'exil de Damiba, d'abord vu comme une issue pacifique, se mue en désillusion. Rapidement, les rumeurs de complots et de manœuvres souterraines affluent. Certains regrettent la clémence accordée à celui que l'on accuse déjà de vouloir revenir dans l'ombre. De nombreux observateurs rappellent le cas de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, dont l'exil forcé avait laissé place à des années de tension et d'incertitude politique. Le danger est immense. Si l'histoire se répète, l'Afrique de l'Ouest restera prisonnière du cycle infernal des coups d'État, de l'impunité et de l'ingérence. Le peuple burkinabé, comme tant d'autres, oscille entre l'espoir d'un vrai renouveau et la crainte d'un éternel recommencement. Mais cette fois, la donne change brutalement. L'extradition de Damiba brise un tabou et ouvre une brèche dans l'édifice de l'impunité. Que signifie ce basculement pour l'Afrique de l'Ouest et pour le peuple burkinabé? Quand l'impunité s'effondre, qui ose encore dormir tranquille? Ce soir, tout vacille. Paul-Henri Sandaogo Damiba, longtemps exilé à Lomé, n'était pas seulement un ancien chef d'État relégué à l'ombre. Depuis sa retraite, il aurait secrètement tissé un réseau, rêvant de reprendre la main, épaulé par des alliés étrangers déterminés à restaurer l'ordre d'antan. Des documents, révélés par certains médias, évoquent des rencontres discrètes avec des représentants de puissances régionales, des tentatives de prise de contact avec d'anciens officiers fidèles, et même des discussions concernant le financement de groupes paramilitaires. Mais à Ouagadougou, la patience a des limites. Fini le temps des procès d'intention ou des avertissements voilés. Damiba fait désormais face à des poursuites judiciaires, claires et publiques. Les chefs d'accusation sont lourds. Trahison, complot, tentative de replonger le pays dans le chaos. Cette situation rappelle les événements survenus au Ghana dans les années 1981, lorsque le retour de Jerry Rawlings a profondément bouleversé les équilibres politiques et judiciaires du pays. Le choc ne s'arrête pas là. Le Togo, jadis sanctuaire discret pour dirigeants déchus, rompt avec la tradition du silence. Sous la pression, Lomé accepte d'extrader Damiba vers le Burkina Faso. Un geste inédit qui fait voler en éclats les codes non écrits de la région. L'exil ne garantit plus l'immunité. Le fil invisible de l'impunité vient d'être coupé. Pour la première fois, les accords tacites qui régissaient les transitions de pouvoir en Afrique francophone sont remis en cause publiquement. Dans les rues de Ouagadougou, c'est l'explosion. Pour la première fois, un ancien président comparaît devant la justice de son pays, sur le sol africain. Les cris de victoire résonnent. Enfin, un chef d'État doit rendre des comptes. L'espoir renaît. La souveraineté judiciaire prend un visage familier. Les citoyens se rassemblent devant les tribunaux, brandissant des pancartes réclamant justice et transparence. Les radios locales diffusent en continu des débats sur la signification de ce procès, et partout la tension est palpable. À Paris, c'est la stupeur. L'État français, habitué à tirer les ficelles des transitions, voit s'effriter le socle invisible de son influence. Une justice africaine qui agit sans l'aval occidental. Pour beaucoup, c'est un séisme. Le post-colonialisme chancelle, le contrôle s'effrite. Les diplomates s'interrogent, comment réagir sans attiser un ressentiment déjà vif? Mais derrière l'euphorie, le danger rôde. La frontière entre justice exemplaire et vengeance politique est ténue. Si le procès bascule dans la revanche, la révolution perdra toute légitimité. Ici, l'Afrique joue son honneur, sa crédibilité, et sans doute sa stabilité future. L'histoire regorge de moments où la justice a été instrumentalisée à des fins politiques, comme ce fut le cas lors des procès de certains anciens dignitaires en Guinée ou au Nigeria, où la précipitation a parfois terni le message de renouveau.
L'image de Damiba en détention à Ouagadougou dépasse les frontières. La jeunesse du continent retient son souffle, l'Europe observe, d'autres présidents s'inquiètent. Un tabou vient de tomber. Plus aucun leader n'est à l'abri du jugement populaire. Ce symbole pourrait inspirer d'autres pays, comme le Gabon ou la Guinée, où la question de l'immunité des anciens dirigeants reste brûlante. Face à la pression grandissante de l'Occident, Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel se préparent à tenir bon. Ils savent que chaque faux pas peut être fatal. La partie ne fait que commencer. Les réunions entre les chefs d'État se multiplient, avec pour thèmes centraux la coopération judiciaire et la protection de la souveraineté nationale. Des ateliers sont organisés pour former des magistrats à mener des procès équitables et transparents, afin de ne pas tomber dans le piège de la justice expéditive dénoncée par les ONG occidentales. Mais dans l'ombre, d'autres menaces se dessinent. Un nouveau front s'ouvre où l'ennemi n'est plus seulement intérieur. Les réseaux sociaux bruissent d'informations contradictoires, des cyberattaques ciblent les institutions judiciaires, et des campagnes de désinformation cherchent à décrédibiliser le processus en cours. L'histoire récente du Zimbabwe, où l'ancien président Mugabe fut menacé de poursuites mais jamais jugé, plane comme un avertissement. L'impunité n'est jamais loin si la vigilance faiblit. Jusqu'où les peuples d'Afrique sont-ils prêts à aller pour juger leurs propres dirigeants? Cette question brûlante secoue tout un continent. Car ici, l'enjeu dépasse la simple chute d'un homme. Il s'agit de redéfinir la justice elle-même. Dans les universités, des colloques voient le jour pour réfléchir à la construction d'un modèle judiciaire africain basé sur la transparence, l'équité et la participation citoyenne. Les comparaisons affluent avec les commissions Vérité et Réconciliation sud-africaines, qui ont su marier la justice et le pardon pour tourner la page de l'apartheid. Derrière les murs épais de la prison, Damiba attend son procès. Mais autour de lui, la tension monte. La France hausse le ton. Paris menace de sanctions, de suspension de l'aide financière, de rupture diplomatique. Comme une épée suspendue, le spectre d'une guerre économique plane sur le Burkina Faso et ses voisins. Les précédents historiques abondent. En 1960, le Ghana de Kwame Nkrumah avait subi un embargo occidental après avoir tenté de s'affranchir du contrôle colonial, plongeant le pays dans une crise économique profonde. Face à cette pression, Ibrahim Traoré refuse de plier. Il resserre les liens avec ses alliés du Mali et du Niger. Ensemble, ils forment l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle solidarité forgée dans le refus de l'ingérence étrangère. Leur voix résonne. Notre justice, nos règles. Cette formule, qui rappelle le slogan « African Solutions for African Problems » des années 1990, résonne aujourd'hui avec une acuité nouvelle. Ce sursaut inquiète l'Occident. Si l'Afrique ose juger ses anciens chefs par elle-même, l'emprise occidentale sur la justice internationale vacille. Naît alors la peur d'une contagion. Et si ce modèle inspirait d'autres peuples? Les chancelleries et les médias européens s'interrogent, inquiets de voir s'effriter leur contrôle sur la justice mondiale. En France, des éditoriaux alertent sur la perte d'influence et la nécessité de repenser la coopération judiciaire avec l'Afrique. Tout converge vers le procès de Damiba. Ce procès n'est pas seulement celui d'un homme, mais d'un système. L'Afrique peut-elle juger sans sombrer dans la vengeance, ni répéter les erreurs du passé? Dans les rues, sur les réseaux, dans les discussions, tout un peuple retient son souffle. Des groupes de citoyens organisent des comités de surveillance pour s'assurer que le procès se déroule dans les règles, tandis que des ONG locales proposent des formations sur le droit à un procès équitable. Ce moment impose un choix tragique. Céder aux injonctions étrangères, c'est accepter la misère et perdre la confiance du peuple. Résister, c'est risquer l'isolement total, une ruine économique brutale, l'insécurité, la faim. D'autres exemples dans l'histoire du continent illustrent ce dilemme. La Guinée de Sékou Touré, qui avait refusé l'aide française en 1958, avait dû affronter seule d'immenses difficultés, mais avait aussi ouvert la voie à une indépendance farouchement défendue. Pour Traoré, le risque est absolu. S'il cède, la révolution s'effondre, l'ordre ancien revient. S'il tient bon, il s'expose à la solitude et à la perte de tout,
Partenaire, aide, stabilité, et parfois même l'espérance d'un lendemain meilleur. Mais il sait qu'en refusant l'humiliation, il peut offrir à l'Afrique une dignité retrouvée. Des leaders comme Thomas Sankara ou Patrice Lumumba ont eux aussi choisi la voie du courage, parfois au prix de leur vie, mais leur héritage inspire encore aujourd'hui des générations entières. Les regards du monde entier convergent vers Ouagadougou. La population sent que ce procès dépasse Damiba. C'est tout un système qui est sur le banc des accusés. L'isolement menace, mais la flamme de la souveraineté brûle plus fort que jamais. Ce geste écrit une page nouvelle. La justice ne se dicte plus à Paris ou Washington, mais se construit sur le sol africain, selon les valeurs du continent. Pour la première fois, le modèle de la justice importée cède devant la volonté populaire. Or, l'enjeu véritable va bien au-delà du sort d'un seul homme. Ce procès pourrait marquer la renaissance d'une justice africaine authentique. Quels enseignements ce moment historique laissera-t-il? Façonnera-t-il l'avenir du continent ou ne sera-t-il qu'une parenthèse? Alors que le jour du procès approche, l'incertitude grandit. L'Afrique retient son souffle, consciente que chaque décision pèsera sur les générations à venir. Des juristes, des intellectuels, des leaders religieux appellent au calme et à la prudence, rappelant la nécessité de ne pas céder à la tentation de la vengeance. La route vers la liberté ne se trace pas à coups de subventions, mais par la force du courage collectif. Les écoles organisent des débats pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la justice et de la souveraineté. Des programmes de radio invitent les citoyens à témoigner de leur vision de la justice idéale. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse largement le cadre d'un simple procès. Le destin de Paul-Henri Sandaogo Damiba incarne la lutte profonde d'un peuple qui affronte la douleur nécessaire au changement. Tourner le dos à l'ancien ordre, c'est accepter des privations immédiates, des pénuries, une insécurité rampante, une fragilité de chaque jour. Les rayons se vident, l'électricité se fait attendre, le pouvoir d'achat s'effondre. Pourtant, la patience et la détermination se lisent dans chaque regard. Dans les marchés, les maires discutent du prix du mil, les commerçants partagent leurs inquiétudes, mais tous disent « Nous avons choisi notre destin ». Le peuple burkinabé n'a pas choisi la facilité d'une soumission tranquille. Il préfère la dignité exigeante, celle qui oblige à regarder l'avenir sans détour, même lorsque le présent chancelle. Ceux qui pariaient sur une reddition devant les anciennes puissances ou sur la capitulation face au chantage économique assistent à une résistance sourde, mais inébranlable. Ce n'est ni une mode, ni un slogan. C'est un choix vital, qui redéfinit le sens même du sacrifice collectif. L'Alliance des États du Sahel, réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a renversé la donne régionale. Autrefois, un embargo ou la suspension d'une aide suffisait à mettre un pays à genoux. Aujourd'hui, la solidarité entre voisins rend ces anciennes menaces impuissantes. On ne négocie plus avec la peur, mais avec loyauté et fierté retrouvée. Les élites n'ont plus de refuge automatique, plus de passe-droit. Le message adressé aux capitales occidentales est sans ambiguïté. La souveraineté ne se brade plus. Par exemple, lors des récentes réunions de l'Alliance, des accords ont été signés pour échanger des ressources, mutualiser les efforts de sécurité et organiser des formations conjointes pour les magistrats, renforçant ainsi la cohésion régionale. Le procès de Damiba porte bien au-delà de la punition d'un seul homme. Pour beaucoup, il prend valeur de purification, comme un acte symbolique pour laver des décennies d'humiliation et de compromission. C'est l'Afrique entière qui observe, car l'enjeu n'est pas seulement burkinabé. Il s'agit de prouver qu'un ancien chef d'État peut être jugé non par des étrangers, mais sur la terre qu'il a vu naître, selon la volonté de son peuple. Des délégations venues du Sénégal, du Bénin ou de la Côte d'Ivoire assistent aux audiences pour étudier ce modèle inédit de justice. Mais la justice ne doit pas se transformer en théâtre. Toute la question est là. Servira-t-elle l'intérêt général ou deviendra-t-elle l'instrument d'une vengeance politique? L'intégrité du procès reposera sur la transparence des débats, l'équité des procédures et le courage des institutions à repousser la tentation du règlement de compte. Si la justice échoue, ce précédent justifiera toutes les ingérences à venir. Si elle l'emporte, une souveraineté judiciaire inédite pourrait naître,
capable d'inspirer tout le continent. Des conseils ont été sollicités auprès de juristes sud-africains, spécialistes des procès post-apartheid, pour garantir la rigueur et l'impartialité du processus. Le risque demeure immense. Un procès expéditif, secret ou dicté par la rancune tournerait ce moment historique en désastre. Mais l'enjeu est tout aussi monumental. Faire naître une justice africaine qui ne doit rien à personne, sinon à son peuple, et qui ose regarder en face les blessures du passé pour bâtir un avenir différent. Les organisations de la société civile veillent, organisant des veilles citoyennes autour du tribunal et diffusant des comptes rendus quotidiens pour éviter toute dérive. Tel est le prix du changement. Il se paie en renoncement, en nuit blanche, en sacrifice quotidien. Mais il s'acquitte aussi en dignité retrouvée, en fierté partagée, en leçons durables pour toutes les générations à venir. Les enseignants profitent du procès pour sensibiliser leurs élèves à la citoyenneté et à l'importance de la justice dans la construction d'une nation forte et indépendante. Alors que le pays retient son souffle, la moindre faille pourrait faire basculer le fragile équilibre. À présent, tous les regards se tournent vers le tribunal, là où se joue l'avenir d'une nation. Les caméras du monde entier sont braquées sur Ouagadougou, et chaque mot du juge, chaque geste de l'accusé, chaque réaction du public est scrutée à la loupe. La justice véritable ne demande pas la permission de Paris. Elle naît du courage de dire non à l'impunité, ici et maintenant. Le peuple burkinabé a compris que le droit à la justice ne se mendie pas, il se conquiert, et il s'incarne dans la capacité à tenir tête aux pressions et à protéger l'intérêt général. En Afrique de l'Ouest, un tabou vient d'être brisé. Pour la toute première fois, un ancien chef d'État ne s'est pas évadé vers une retraite dorée à l'étranger. Un voisin l'a livré, et il doit rendre des comptes sur le sol africain. Ce geste a pris de court les capitales occidentales. Il secoue l'ordre établi depuis la colonisation. Les analystes internationaux multiplient les tribunes pour anticiper les répercussions de cette décision sur les relations Nord-Sud. Ce n'est pas un simple procès, c'est un électrochoc. Un cri lancé par ceux qui veulent reprendre leur destin, longtemps confisqué par des intérêts venus d'ailleurs. L'impensable s'est produit. La vieille solidarité entre élites, qui garantissait l'impunité, a cédé sous le poids d'un peuple avide de justice. Désormais, l'exil ne protège plus. La justice ne s'arrête plus aux frontières coloniales tracées au fil de l'histoire. Des avocats de la diaspora africaine proposent leur expertise pour renforcer la crédibilité du procès et éviter toute instrumentalisation. Mais croire la partie gagnée serait une illusion. Les pressions internationales, l'isolement, la menace d'instabilité économique, autant d'armes brandies par ceux qui tremblent à l'idée de perdre leur emprise. Reste à choisir, subir, ou bien écrire une page nouvelle, coûte que coûte. Les leaders religieux, les chefs coutumiers et les associations citoyennes se mobilisent pour accompagner la population dans cette période de transition, rappelant que la paix sociale dépend de la justice et de la réconciliation. Ce procès est un miroir tendu à toute une génération. Les juges ne sont pas que dans un tribunal, ils sont dans chaque rue, chaque marché, chaque maison où l'on attend que le crime ne paie plus. Le verdict final ne dépendra pas seulement d'un magistrat, mais de la mémoire collective et de la vigilance de tout un continent. Des réseaux de jeunes s'organisent pour documenter les faits, recueillir les témoignages et partager les leçons de ce moment historique. À nous de faire en sorte que ce moment ne soit pas une étincelle sans lendemain. Le courage d'un peuple ne s'achète pas auprès des puissances étrangères. Il se construit, pas à pas, par la vigilance, la solidarité, le refus du fatalisme. Des campagnes d'information sont lancées pour rappeler l'importance de la participation citoyenne et du contrôle démocratique sur les institutions. Si l'Afrique veut tourner la page de la dépendance et de l'humiliation, elle devra oser juger ses propres dirigeants avec équité et défendre sa dignité, unie et debout. Ce choix appartient à chacun, aujourd'hui et pour chaque génération future. Les parents racontent à leurs enfants l'histoire du procès, expliquant que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. L'histoire ne se joue ni dans les palais, ni dans les tribunaux seulement. Elle prend forme, à cet instant, dans la conscience collective.
Ensemble, nous pouvons briser le scénario écrit par d'autres et réclamer notre avenir, notre légitimité, notre souveraineté. Les artistes, les écrivains et les musiciens s'inspirent de cette actualité pour créer des œuvres qui célèbrent la résistance et la justice. Alors, parlez de cette histoire, partagez-la, faites-la vivre autour de vous. Souvenez-vous, la justice naît lorsque le peuple se lève. Ce moment peut devenir le tournant irréversible dont l'Afrique a besoin. Pour y parvenir, il faudra persévérer, apprendre de chaque erreur et ne jamais renoncer à l'idéal d'une justice à la fois forte, indépendante et humaine. À chaque génération de relever le défi, de refuser le renoncement, de bâtir une Afrique où plus jamais l'impunité ne sera la règle. Telle est la promesse, tel est le prix, tel est l'héritage à transmettre, pour que demain, la justice soit non plus un rêve, mais une réalité vivante, partagée et respectée.